Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 août, j'avais peur pour l'Olympique Lyonnais et finalement je suis frustré pour l'Olympique Lyonnais parce que je pense que le club français aurait pu aller chercher mieux à Fenerbahçe et ça va être l'objet de l'ouverture du journal du jour puisqu'évidemment ce match est essentiel pour l'avenir des Lyonnais. Nous parlerons de Sidibé qui fait une signature en Ligue 1 qui en surprendra quelques-uns, étant donné que c'est chez un promu. On parlera de Vieira qui a trouvé un nouveau point de chute et je suis assez dubitatif, mais en même temps je suis curieux de voir ce que ça va donner. Vous allez comprendre où se situe ma partie de doute. On parlera de Witsel qui débarque du côté du championnat français et enfin on clôturera le journal avec les affaires de gros sous de Karim Benzema et de la Saudi Pro League. C'est un dossier extrêmement complexe et c'est une galère contractuelle à venir. On va détailler tout ça, installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. J'avais extrêmement peur pour l'Olympique Lyonnais face à Fenerbahçe et finalement comme souvent avec les clubs turcs, t'as des gros transferts, t'as des contrats qui sont faits pour des millions et des millions, mais quand il s'agit de répondre sur le terrain, c'est souvent une déception et c'est souvent un gigantesque pétard mouillé. Du coup, ma peur, je l'ai rangée au placard. J'ai constaté que l'Olympique Lyonnais était capable d'aller chercher un 1-1 en Turquie et surtout, paradoxalement, moi qui étais assez apeuré au départ, j'en ressors en me disant que Lyon a peut-être laissé passer une occasion de victoire et qu'ils avaient les moyens de l'emporter. Voici les compos qui étaient alignés. Côté Fenerbahçe, la recrue Greenwood était alignée, il a fait passer une sale soirée à Abner, il a marqué sur sa spéciale, bref, tu vois tout de suite son intérêt. Lukaku est rentré de façon anecdotique en fin de match, tout comme Asensio, et du côté du Fener, les satisfactions, c'était davantage le milieu de terrain français avec Guendouzi et avec N'Golo Kanté, et il faut également souligner la prestation d'Ake que j'ai trouvé extrêmement solide. Du côté des Lyonnais, on va apprécier le capitaine Tolisso et ses coéquipiers au milieu de terrain, mais vraiment Corentin est toujours au rendez-vous. Et puis, que dire d'Openda ? Le premier but sur ses couleurs lyonnaises, mais finalement 3 matchs, 3 réussites pour Openda à mon goût. C'est à se demander comment il a réussi à échouer à ce point à la Juventus. La vieille dame a une capacité à broyer les attaquants et je pense que cette saison à Lyon, on va en avoir une nouvelle démonstration parce que je pense vraiment qu'Openda il va faire de bonnes choses. Sur la rencontre au global, c'était peut-être pas le match de l'année en termes de qualité technique pure, mais c'est quand même l'Olympique Lyonnais qui, à mon goût, a tiré son épingle du jeu. Sur le papier, la majorité des statistiques sont équilibrées, parce que ça a été un match assez équilibré quand même, il faut le dire, mais le journal de l'équipe nous annonce 0,43 expected goals pour le Fener contre 0,76 pour l'Olympique Lyonnais. Ça rejoint bien ma lecture du match. Reste à voir ce que ça donnera au retour au Groupama Stadium, ce qui sur le papier est un avantage pour Lyon, mais attention, moi j'irai pas enterrer le Fenerbahçe, c'est une équipe qui a de très grands joueurs, et un mec comme Lukaku, un mec comme Asensio, un mec comme Greenwood, à tout moment, ils réussissent un exploit au cours d'une rencontre qui élimine l'Olympique Lyonnais, donc affaire à suivre, mais en tout cas, j'ai plus d'espoir qu'avant le début du match. Sidibé annoncé au Mans, ça fait que 42 retweets. Alors en vrai j'abuse, il y a d'abord eu une vidéo de présentation du joueur qui a été bien plus partagée, mais il faut avouer que le Mans, pour un club de première division française, ils ont pas beaucoup de buzz sur X, ils ont même pas 30 000 followers. Ça va se corriger très vite je pense, parce que c'est un projet intéressant, c'est un projet qui bosse bien, et l'arrivée de Sidibé s'inscrit dans ce contexte. Alors Sidibé, c'est pas une nouveauté de le voir en Ligue 1, il sort de 2 saisons à Toulouse, une première où il avait été franchement satisfaisant et une seconde où il a eu des lacunes physiques un petit peu plus visibles. C'est pour ça que Toulouse ne l'a pas prolongé et qu'il part librement du côté du Mans. C'est pour ça également qu'on avait des rumeurs du côté de l'Olympique de Marseille, mais que certains supporters n'étaient pas hyper chauds à l'idée de voir Sidibé débarquer. C'est un joueur qui est d'une grande polyvalence, il peut jouer piston, il peut jouer en défense également. Moi j'apprécie pas mal sa capacité à bien lire les situations. Tu sens que c'est un joueur d'expérience et pas seulement parce qu'il a 33 ans, mais également parce qu'il a appris beaucoup de choses. Il y a des joueurs qui vieillissent mais qui apprennent jamais, c'est pas le cas de Sidibé. Je pense qu'il peut être bien pour encadrer un groupe de jeunes, mais par contre il y a des situations clairement où il faut pas le mettre. S'il est en défense, qu'il y a de l'espace derrière lui et qu'il se retrouve face à un jeune attaquant de Ligue 1 qui a des jambes en feu, Sidibé il va complètement se faire exploser parce que s'il est capable de courir encore un petit peu, c'est pas sa pointe de vitesse et c'est pas son accélération qui sont des qualités qu'on peut souligner pour lui. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner au Mans, mais je vois plutôt cette arrivée d'un bon oeil. C'est un mec qui va pouvoir apporter un peu de crédibilité au projet, et quand t'es promu, c'est bien d'avoir des jeunes, des mecs qui peuvent grandir, des prospects, d'avoir
une idée de ce que tu pourras revendre au cours du mercato prochain, parce qu'on sait que les clubs de Ligue 1 fonctionnent comme ça, mais c'est bien aussi d'adosser ça à des tauliers, et je pense que Sidibé, il a toute l'expérience que t'attends d'un taulier. Ça aurait été un peu juste pour jouer le haut de tableau, mais à première vue, c'est pas ce que va viser Le Mans qui est un promu. Sa priorité c'était un club, il l'avait déclaré du côté de RMC et finalement Patrick Vieira débarque dans une sélection et par n'importe laquelle, le Sénégal, un Sénégal qui a énormément de talent, un Sénégal qui sort également d'une déception avec une Coupe du Monde 2026 où à mon goût ils avaient le potentiel de faire bien mieux et où finalement ça a fait un peu pchit tel un pétard mouillé. Alors moi j'ai tendance à considérer que même si Vieira voulait un club sur le papier, il peut être extrêmement content d'avoir le Sénégal parce que pour dire les choses de manière un petit peu brute, il mérite pas le Sénégal. Alors certes, Vieira, il va apporter son image de joueur, c'est un mec qui a une très grande notoriété, il est né au Sénégal, donc symboliquement ça tombe plutôt bien, mais si on regarde le parcours de Patrick Vieira en tant qu'entraîneur, moi je trouve ça vraiment pas terrible, il a pas laissé une bonne image du côté de Nice, du côté de Palace, du côté de Strasbourg, du côté du Genoa, c'est pas un mec non plus qui a eu un style de jeu qui a convaincu tous les observateurs, donc t'as pas vraiment le style, t'as pas vraiment les résultats, le Sénégal c'est quand même pas n'importe quel pays, alors il y a parfois des entraîneurs qui n'ont pas été capables de briller en club en Europe mais qui ont su être de bons sélectionneurs, notamment sur le continent africain, mais voilà, j'estime, sans dire que c'est un mauvais choix, que Patrick Vieira peut se considérer comme très chanceux d'être sur le banc du Sénégal, parce que quand on pense au Sénégal, on pense à Sadio Mané évidemment, mais il n'y a pas que Mané au Sénégal, il y a plein de joueurs, dont des jeunes, des très fortes valorisations, donc voilà, Vieira a de l'or entre les mains, il va falloir faire fructifier tout ça et être à la hauteur du challenge et de l'honneur. Ce bon vieux Alex Witsel du côté de la Ligue 1. On parle quand même d'un mec qui était considéré comme finito il y a 8 ans, qui sortait d'un passage en Russie puis en Chine. On était très dubitatif sur son retour en Europe, mais ça c'était il y a 8 ans et aujourd'hui encore on considère Witsel comme une option intéressante pour un club de Ligue 1. C'est vous dire à quel point il a eu une carrière de fou. Previously in la carrière de Witsel, il a donc eu ce passage en Russie, en Chine, mais ensuite, vous le savez, 4 bonnes saisons au Borussia Dortmund. On le croyait cramé après ça, mais à nouveau 3 saisons intéressantes à Atlético, enfin surtout les 2 premières. Une saison au Genoa où il a été plutôt ok, et donc cette signature du côté de l'OGC Nice. Le Boug, il a quand même 37 ans, c'est un monument du football en termes d'historique, mais on le sait du côté de l'OGC Nice, même des vieux joueurs, ça peut rendre des services. Regardez Dante, qui est excellent de saison en saison, alors qu'il a largement passé les 35 ans. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué, mais il a quand même prouvé qu'il fallait pas enterrer les joueurs trop vite. Alors, Witsel, je suis curieux de voir ce que ça a donné sur le terrain. Il faut avouer que oui, il commence à faire son âge au bout d'un moment, mais moi j'ai plus des interrogations globales sur l'OGC Nice, mais ça c'est le cas depuis quelques saisons. Où va ce projet? Quelle est la direction claire donnée? J'ai pas de réponse ferme, je suis très curieux de voir ce que ça donnera sur les terrains, et j'ai envie de dire que Witsel, il s'inscrit dans un contexte qui va pas être simple non plus, donc bonne chance à lui. C'est quoi cette Zumba autour de Karim Benzema? Est-ce que le mec veut vraiment partir en empochant 123 millions d'euros de la part de la Saudi Pro League? Alors déjà, previously in la carrière de Benzema, pour comprendre un petit peu le contexte, il a changé de club en Saudi Pro League il n'y a pas si longtemps que ça. Il était à Al Ittihad, il en a eu marre de pas avoir des résultats à la hauteur de son talent, il a voulu rejoindre un club plus compétitif et il a signé à Al Hilal. Mais ça s'est fait un peu dans des conditions exceptionnelles et il y a un symbole qui est très parlant, je vous en avais parlé il y a quelques jours, c'est le cas de Darwin Nunez qui était attaquant à Al Hilal et qui a tout simplement été viré de la liste des joueurs éligibles en Saudi Pro League étant donné que avec l'arrivée de Benzema, tu dépassais le quota de joueurs étrangers. Donc en fait, t'as un peu fait rentrer Benzema au sein de l'effectif de Al Hilal au chausse-pied et on peut donc se dire bah attendez, Benzema il veut partir alors qu'il est arrivé dans ces conditions? Non. Et là je viens en défense de Karim. En fait Benzema lui il veut rester, mais c'est plutôt son club qui se met à rêver de Watkins ou pourquoi pas d'Osimhen et qui aimerait que le numéro 9, fasse ses valises et parte ailleurs. Sauf que Karim Benzema, il a un contrat jusqu'en 2027 et ce contrat, il lui promet une très très grosse rémunération et il aimerait toucher l'intégralité de cette rémunération parce que lui, il veut pas partir, il veut rester. Et j'ai envie de vous dire que Karim Benzema, il a bien raison, il est dans son bon droit et moi je le soutiens totalement. Mais par contre, on n'est pas en France. Le droit du travail du côté de l'Arabie Saoudite,
je suis pas sûr qu'il soit traité exactement de la même manière. D'autant plus qu'ici, Karim Benzema, il réclame l'argent à son club, mais indirectement, quand tu regardes la propriété du club, c'est directement à l'Arabie Saoudite qui réclame l'argent. Alors on peut se dire que c'est perdu d'avance pour le français, mais Benzema a un argument majeur, c'est qu'on sait qu'en Saudi Pro League, on recrute aussi des stars pour le soft power, pour l'image, et Benzema c'est ça. C'est un mec qui est venu parce qu'il avait encore de belles choses à offrir sur les terrains, mais c'est aussi un mec qui est venu parce qu'il a été l'attaquant du Real Madrid pendant des années, il a gagné un ballon d'or, c'est un monument du football mondial, il donne une bonne image de l'Arabie Saoudite. Sauf que si tu donnes pas l'argent que Benzema réclame, que tu lui fais un peu un sale coup par rapport à son contrat, Benzema il va partir et il va pas dire du bien de la Saudi Pro League. Et donc partant de là, tu auras investi des millions pour un joueur qui finira par pourrir ton image. Donc c'est peut-être là son levier de négociation. Je suis curieux de voir comment ça va se terminer. On sait que Benzema s'entend également très très mal avec son entraîneur, donc il y a des tensions des deux côtés. Affaire à suivre, mais franchement, Benzema et la Saudi Pro League, ça a l'air quand même un peu compliqué côté adaptation, cohabitation. Il y a eu de bonnes années, mais là, ça sent la fin. Terminé pour le journal du jour. Alors cet après-midi, je sais pas si je vais vous en faire une vidéo, mais quitte à la sortir plus tard, j'ai quand même envie de vous dire ce à quoi je réfléchis en ce moment, et ça donnera sûrement lieu à une vidéo cet après-midi si j'arrive à boucler mon sujet. C'est l'économie du foot et les transferts qui semblent devenus fous. J'ai envie de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça, parce que je suis le premier à dire que c'est n'importe quoi aujourd'hui, le moindre joueur un peu pété vaut 100 millions d'euros. Mais en réalité, est-ce qu'on paie vraiment les joueurs plus cher qu'avant ? Bah vous en doutez que si je vous dis ça, c'est qu'en fait, c'est pas forcément le cas. J'ai envie d'en faire une vidéo, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, je vais essayer d'être à l'heure pour une fois, je suis tout le temps à la bourre en ce moment. Bref, bonne journée, salut.